Cette semaine, le JT vous emmène voir le projet Evired. C'est parti. Remplax, l'application du remplacement médical. Professeur Couturier, on vous retrouve aujourd'hui pour parler d'Evired. Alors Evired, donc c'est un projet qui a reçu un financement national, un RHU. C'est un projet qui était mené par le professeur Aminta Dayoni en collaboration avec le professeur Pascal Massin et dont je suis maintenant la responsable scientifique et technique depuis mars 2024. Donc, c'est un projet qui est mené au niveau national dans 14 centres en France et dont le promoteur est la PHP. C'est quoi le but de ce projet ? C'est un focus sur la rétinopathie diabétique. Exactement. Donc l'objectif de ce projet, ça ne va pas être du dépistage, parce qu'il y a déjà des algorithmes qui existent pour dépister s'il y a une rétinopathie diabétique, oui ou non, chez un patient donné. Là, l'objectif, c'est vraiment d'aller améliorer la prédiction des complications. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir prédire de façon personnalisée s'il y a un risque pour un patient donné de développer une rétinopathie proliférante ou un œdème maculaire. Donc ce sera un outil qui permettra d'aider l'ophtalmologiste à mieux prédire le risque de complications chez les patients. Pour arriver à un algorithme, d'abord, il faut des données, il faut des examens. Exactement, oui, il faut des données et il faut même beaucoup de données. Plus on en a, mieux c'est globalement en intelligence artificielle. Donc c'est pour ça qu'on a un projet qui est assez large, donc qui est national, avec 14 centres en France qui participent et actuellement donc un peu plus de 3000 patients qui ont été inclus. L'objectif, donc, c'est vraiment d'utiliser les nouvelles données d'imagerie, puisqu'aujourd'hui, un ophtalmo va pouvoir prédire de façon assez imprécise le risque de complications, et on se base, on va dire, sur des données d'imagerie, sur une classification qui a été développée sur des données plutôt anciennes. Donc c'est une classification des années 70-80, la classification de l'ETDRS, qui se base sur des rétinophotographies 45 degrés. Et donc là, on peut avoir, par exemple, une idée de la sévérité. On va dire que si le patient a une rétinopathie non proliférante sévère, il a une chance sur deux d'avoir une rétinopathie proliférante dans l'année. Donc c'est un risque assez peu précis. Et puis, il n'y a pas de prédiction du risque d'œdème. Avec Evired, on va utiliser les nouvelles techniques d'imagerie. Donc tous les patients vont avoir une rétinophotocouleur ultra grand champ. Donc on n'est plus sur du 45, mais sur du 200 degrés. Un OCT, évidemment, pour l'œdème. C'est le gold standard maintenant pour le diagnostic et le suivi de l'œdème. Et puis, un OCT angiographie, donc à la fois maculaire, mais aussi un OCT angiographie grand champ, 15 sur 15 mm. Donc, tous les patients ont ces 3 examens qui sont faits sur 2 machines différentes. Donc, pour chaque œil, on va avoir au total 6 images pour entraîner l'algorithme et pouvoir donc mieux diagnostiquer la sévérité et mieux prédire le risque de complications. Capucine, vous êtes chef de projet de ce RHU. 14 centres, 3000 patients inclus, différentes modalités de différentes marques. Comment on gère tout ça ? Je vous avoue que c'est un beau challenge au quotidien. Donc, nous avons ces patients qui sont imagés sur plusieurs modalités, donc rétinophoto et ultra grand champ et OCT-OCTA, ce qui permet ensuite d'avoir ce suivi longitudinal, 14 centres, vous l'avez dit, plus de 3000 patients. Derrière, nous avons ce challenge infrastructurel, puisqu'il faut que ces données arrivent jusqu'à nous pour qu'on puisse les relire. Donc, une sécurisation particulière, puisque ce sont des données de santé, qu'on touche à l'informatique. Et aussi, ensuite, ces données colligées entre tous les centres qui vont être lus au centre de lecture de Lariboisière pour pouvoir ensuite que nos collègues de l'intelligence artificielle puissent travailler sur ces images et ces annotations
qui vont aider l'algorithme ensuite à travailler tout seul. Sophie, avec vous, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le centre de lecture. Alors déjà, avant que les images arrivent au centre de lecture, il fallait choisir les bons standards et les bonnes imageries. Évidemment, quand on fait un protocole aussi grand qui compte inclure au départ 5000 patients, il faut réfléchir au protocole d'imagerie, en l'occurrence à celui qui va le mieux répondre à la question, à savoir détecter les complications de la rétinopathie diabétique, en intégrant un grand nombre de modalités d'imagerie, puisque, vous le savez, les patients avaient 2 OCT de constructeurs différents, 2 rétinaux de constructeurs différents. Et donc l'idée, c'est d'avoir les bonnes images, mais que ça prenne le moins de temps possible pour les patients et qu'on ait les bonnes informations. Comment on arrive à avoir un vocabulaire et donc des critères communs? Alors, on grandit à force d'écouter les questions, pour être tout à fait honnête, puisqu'on commence par écrire quelque chose qui nous paraît évident. Et puis, au fil des annotations, on a des questions de nos graders et on se rend compte que c'était pas si clair. Et d'ailleurs, c'est comme ça, en fait, qu'on peut se reposer les questions de ces anciennes définitions et savoir si elles sont tout aussi pertinentes maintenant. Le rôle du centre de lecture, c'est vraiment que tout ça soit tracé, comme dans la recherche clinique. En gros, on a écrit au départ qu'est-ce qu'on annote exactement et au fil de l'eau, si on voit qu'il y a nécessité d'une précision, on va à nouveau la noter dans notre protocole et en tout cas tracer chaque modification au fil de l'eau. Et évidemment, ces documents sont disponibles pour nos partenaires, par exemple Gwenolé, Quélec, l'équipe de la team. Évidemment, c'est ça qui nous permet de communiquer. Il faut imaginer que cet algorithme, il faut qu'il puisse être utilisé dans quelques années, une fois que il aura été créé sur nos modalités d'imagerie utilisées en pratique clinique. Donc, si on n'utilise que des très grands champs sur des dispositifs d'imagerie qui ne sont pas présents partout, globalement, on risque d'avoir des grosses limitations à notre algorithme. Oui, donc la reproductibilité, c'est un point capital. Comment ça se passe pour justement les critères d'annotation? Parce qu'il faut aussi que tout le monde se comprenne et que l'IA comprenne les bonnes annotations derrière. Alors, le rôle du centre de lecture, c'est vraiment de prendre en charge toutes les images réalisées dans les 14 centres qui ont participé à l'étude. Donc, de prendre en charge ces images, ça veut dire vérifier leur qualité, mais aussi les annoter. Répondre à la question, donner à l'IA le bon diagnostic, à savoir est-ce qu'on a ici un néovaisseau ou est-ce qu'on a de l'œdème maculaire. Ça, c'est les 2 complications de la rétinopathie diabétique et c'est ce qu'on cherche dans le projet EviRed. Mais on doit aussi comparer aux méthodes standards et donc classer les images selon la classification de la rétinopathie diabétique, qui, vous le savez, est un peu ancienne. Et donc, il a fallu adapter notre protocole d'annotation à des imageries ultra grand champ. La classification de la rétinopathie diabétique, elle est basée sur les 7 champs ETDRS, donc sur des rétinographies standards. On connaît bien ces règles, mais il a fallu écrire ça de façon très précise pour que les gradeurs puissent annoter les hémorragies, les microanévrismes, les amyres, etc. Selon la classification ETDRS et que le supergradeur puisse donner un diagnostic ensuite. Les données, on ne va pas y accéder directement pour des raisons de confidentialité. Les données, elles vont arriver chez OVH, qui est un hébergeur de données de santé et qui stocke les données sur plusieurs sites pour des raisons donc, de sécurité, éviter une perte de données lors d'un incendie, etc. Ensuite, nous allons entraîner nos modèles à distance. Donc, nous allons envoyer nos algorithmes d'intelligence artificielle chez OVH. Comment ça se passe et surtout, comment vous gérez cet amas de données multimarques et multimodalités? On a dû trouver une solution donc, qui permette à la fois d'analyser des données 3D telles que les OCTA et puis des données 2D telles que les rétinophotos grand champ. Donc, on a investigué un certain nombre d'architectures neuronales qui permettent d'exploiter ces données très diverses. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est de s'assurer que ça marche pour tous les appareils, toutes les marques d'OCTA typiquement. Donc, dans le cadre du projet, on a récolté un certain nombre de données des appareils les plus fréquents et on a donc procédé par 2 étapes. Une première étape qui s'arrange pour pré-traiter les données de manière donc, adaptée à chaque type d'appareil afin de se placer dans un espèce de paramètres communs. Et ensuite, on va poursuivre cette analyse par toujours des réseaux neuronaux afin de prédire le diagnostic qui nous intéresse, donc indépendamment de l'appareil. Qu'est-ce que vous avez comme résultat et qu'est-ce que le médecin va voir au final sur son écran? Le résultat principal, ce qui nous intéresse, donc, c'est le risque d'apparition d'une complication cécitante de la rétinopathie diabétique au cours de l'année à venir.
Donc typiquement, est-ce qu'un œdème maculaire diabétique va apparaître ou est-ce que des néovaisseaux vont apparaître? On a directement une probabilité d'apparition pour chacun de ces deux signes-là. Ensuite, avec des outils d'IA explicables, on est capable d'aller montrer dans les images, OCTA et rétinophoto grand champ, quels sont les signes sur lesquels s'appuie l'IA pour faire sa prédiction. Libre ensuite aux ophtalmologistes d'interpréter les signes qui ont été identifiés. Donc on va avoir une liste de biomarqueurs, comment ça se passe? C'est ça, on va avoir pour chacune des deux modalités les couches rétiniennes qui sont impliquées dans la décision. On va pouvoir montrer que c'est typiquement un amincissement d'une couche rétinienne, par exemple, qui va indiquer, donc, qui va être un signe avant-coureur de l'apparition de la complication. On va pouvoir montrer des signes dans les rétinophotographies grand champ qui peuvent être au centre de l'image, dans les 7 champs OTDRS ou à l'extérieur, qui sont peut-être des signes connus. Hein. On a par exemple identifié la présence d'exudat comme signe avant-coureur, mais peut-être qu'on va également découvrir des nouveaux biomarqueurs que les ophtalmologistes devront, s'ils le souhaitent, nommer, trouver un nom. L'autre rôle du centre de lecture, c'est de s'assurer que les annotations sont de bonne qualité et au fil de l'eau, que cette qualité ne diminue pas. Finalement, quand on gratte beaucoup d'images, on peut imaginer qu'il y a une certaine lassitude, hein, parce que là, on parle quand même de 3000 images avec 4 modalités d'imagerie par œil. Donc, vous imaginez, c'est des C'est dizaines de conséquent. milliers d'images à noter. Et donc, il faut s'assurer de la qualité et surtout, on a plusieurs gradeurs, on a des dizaines de gradeurs qui vont changer au fil du projet. Et donc, il faut s'assurer que cette qualité est constante. Et pour ça, on a mis en place un certain nombre de règles. Et ça, je remercie 1000 fois Mathias Gallardo, qui est data scientist et qui est associé au projet, qui nous a énormément aidé en fait à créer des règles d'annotation. Et donc, pour prendre un exemple simple, si un gradeur, un super gradeur note rétinopathie diabétique proliférante, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de néovaisseau entouré à noter, il y a un problème. Donc il faut reprendre l'image et comprendre pourquoi cette image globalement est fausse. Et donc on a mis en place un hypergrading, c'est-à-dire pour corriger ces erreurs du supergrading. Qui dit RHU dit financement public. Comment ça se passe? À qui vous rendez des comptes? Tout à fait. Donc un RHU, c'est une réponse à un appel à projet de l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche. Il y a eu 6 vagues, je crois. Nous, on a répondu à l'appel à projet en 2018. C'était la 4e vague. Et donc, nous avons eu la chance de participer à être choisis, élus, pour être sponsorisés par l'ANR. Donc, en 2019. Et nous avons commencé, du coup, en 2020. Il y a peu de projets au quotidien. Hein. Ce n'est pas des grandes vagues d'appels à projets. En revanche, c'est un financement conséquent. Et donc, nous rapportons tous les ans à l'ANR nos activités scientifiques, mais aussi nous avons des rapports financiers à faire, donc du consortium, pas que de nous. Hein. C'est vraiment avec tous nos partenaires qui sont impliqués qu'on fait ce travail tous les ans. Et on les rencontre une fois par an également pour faire un rapport à l'Agence nationale pour la recherche, pour être sûr qu'on suit bien le projet et qu'on est dans les temps, dans le budget et dans les ressources qui nous sont allouées. Le but final des VIRED, c'est prédire la sévérité de la maladie et prédire l'apparition des complications. Voilà, on veut vraiment pouvoir prédire de façon plus précise le risque pour un patient donné d'avoir des néovaisseaux qui apparaissent, donc une forme proliférante de la maladie, ou d'avoir un œdème maculaire qui apparaît, parce qu'aujourd'hui, pour prédire l'œdème, on n'a pas de classification qui existe. Donc c'est vraiment prédire ces 2 événements pour un patient donné. C'est un projet qui a commencé en 2020. Où on en est actuellement et c'est quoi les prochaines étapes du projet? Effectivement, on avait démarré en 2020 avec un premier patient qui a été inclus. Et là, on est vraiment dans la dernière ligne droite puisque la fin du RHU est prévue pour février 2026. Donc la collecte des données se termine ce mois-ci. Et ensuite, donc il y a encore une année là, de travail pour finir les annotations, l'entraînement, la validation de l'algorithme. Donc voilà, on est vraiment dans la dernière ligne droite du projet et on espère du coup avoir des résultats courant 2026 pour voilà, pouvoir partager un peu plus sur les performances de l'algorithme qui sera développé.
Le but de cet algorithme, c'est aussi qu'il soit déployé au plus grand nombre, donc il y aura une phase de commercialisation plus tard. On espère avoir un algorithme suffisamment performant pour que nos partenaires industriels ensuite puissent effectivement le commercialiser et le mettre à disposition pour que ce soit une aide pour les ophtalmologistes dans le suivi des patients diabétiques. Remplax, l'application du remplacement médical.